je m'appelle Daouda Tekete, je suis journaliste malien et ma formation de journaliste, je l'ai faite d'abord à l'École supérieure de journalisme de Paris, ensuite à la faculté de journalisme de l'Université d'État de Leningrad en Union soviétique à l'époque. Et après cette formation, donc, j'ai rejoint mon pays où j'avais la rage au cœur d'apporter ma contribution à l'édification d'un pays stable, un pays de paix, un pays où il fera bon vivre. Alors c'est comme ça que j'ai accepté de revenir dans mon pays et puis faire le concours d'entrée à l'époque à la fonction publique en 1987. J'ai été admis à ce concours et après la formation militaire de 2 ans du service national des jeunes, j'ai été muté à l'office de radiodiffusion télévision du Mali à l'époque et où j'ai exercé la profession pendant 32 ans. Mais pendant ces 32 ans, en réalité, je n'ai fait que 12 ans à l'ORTM, mais 20 ans comme conseiller chargé de la communication au ministère de l'Éducation nationale, où j'ai travaillé avec 8 ministres en charge de l'éducation. Et aujourd'hui, je suis à la retraite, depuis donc janvier 2019, et j'ai mis à profit cette retraite pour essayer de partager l'expérience que j'ai acquise pendant ces 32 ans d'activité professionnelle, qui m'ont conduit non seulement à sillonner tout le territoire du Mali, mais aussi pratiquement beaucoup de grands pays à travers le monde où j'ai accompagné des délégations présidentielles et ministérielles à l'extérieur du pays, en Europe, en Asie, en Amérique, bon, l'Afrique, n'en parlons pas. Donc maintenant, aujourd'hui, pour mettre à profit cette expérience-là, je me suis mis à l'écriture. J'ai écrit, et au moment présent où je vous parle, j'ai écrit 17 livres. Voilà, dont un livre sur Modibo Keïta, portrait inédit du président, et un autre sur « Et si le Mali m'était compté », où j'évoque les grandes dates qui ont marqué l'histoire du Mali depuis 7000 ans avant notre ère jusqu'à Assimi Goïta aujourd'hui. Et ce livre est disponible à mon niveau et je l'ai titré « Et si le Mali m'était compté ». Bonsoir ou bonjour selon l'heure de diffusion de cette vidéo. Et merci à tous ceux qui ont voulu, par leur contribution, nous permettre de réaliser cette vidéo-là sur un aspect et non des moindres de l'histoire contemporaine de notre pays. Alors, quand on parle de l'histoire contemporaine du Mali, on ne peut pas le dissocier de l'histoire contemporaine de l'Afrique elle-même, et au-delà même de l'aspect contemporain de l'histoire. Je dirais d'abord que le Mali n'a pas toujours existé tel qu'il est aujourd'hui. Le Mali a appartenu à des grands empires qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Je cite pour cela l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali et l'Empire Songhai de Gao. Et ces empires ont rayonné et ont marqué de leur empreinte la vie des générations actuelles de notre peuple, de notre pays. Alors, sans remonter trop dans le cours de l'histoire, je dirais que les premiers contacts physiques accompagnés de douleur entre le pays que l'on appelle aujourd'hui le Mali, mais qui n'était pas celui que, comme je l'ai tantôt dit, il est aujourd'hui, remonte, sans pour autant trop loin d'aller dans l'histoire, au 22 septembre 1878, où pour la première fois, les troupes d'intervention coloniale française ont agressé le territoire du royaume Kassonké de Saboussiri. Et ce jour-là, à la suite d'une bataille surprise, le roi Niamoudi Sissoko lui-même a été tué. Et plus 153 villageois, Kassonké, contre 13 militaires français. Donc la progression d'invention coloniale militaire française a continué pour arriver progressivement ensuite à Bafoullabé, où elle a rencontré la résistance du fils de El Hadj Omar, Bassirou Tall. Ensuite, dans le Wessebougou avec Bandiougou, dans le Bélédougou avec Koumi Diossé, pour en arriver ensuite en 1881 à Kita, dans l'actuelle République du Mali, qui constituait la frontière des États du royaume de l'Anomi Samori Touré. Et la progression a continué, la progression d'intervention militaire française a continué, pour ensuite arriver en 1882 à Bamako, à Ouéouyanko, où les troupes d'intervention coloniale française sont heurtées à celles toujours de l'Anomi Samori Touré, avec naturellement dans tous les deux cas de premiers affrontements, à Kita comme à Ouéouyanko, près de Bamako, c'était la victoire des troupes de l'Almami Samori Touré. Alors, la progression, donc, comme je le dis tantôt, a continué pour arriver à Ségou, ensuite à Sikasso, ensuite dans le pays Bobo,
ensuite dans le pays d'Ogon, ensuite chez les Tamashek, et pour en finir précisément le 26 décembre 1920 à Tabi, dans un village d'Ogon du cercle de Madangara. Donc si on compte cette progression avec les dates précises que je viens de citer, la résistance militaire soudanaise des populations qui ont constitué le Soudan plus tard a duré 42 ans, du 22 septembre 1878 au 26 décembre 1920. Mais cette lutte a vécu et les populations africaines du Soudan ont été finalement vaincues, mais la lutte n'a jamais cessé, elle n'a changé que de forme. Donc de la lutte militaire, de la résistance militaire, on est passé maintenant à la résistance politique. Et cette résistance politique a connu différentes phases. La toute première phase, c'était la création d'associations. Il faut préciser que la création de ces associations, comme y compris des partis politiques que je vais tantôt évoquer, s'explique par l'avènement d'un nouveau pouvoir politique en France en 1936, le Front populaire. Donc avec l'avènement du Front populaire en France en 1936, la gestion coloniale française a lâché du lest dans ses anciennes colonies. Et ceci qui a été marqué par la création des associations, dont dans notre pays, qui était à l'époque le Soudan français, la première a été l'association Art et Travail, créée en 1937 par Modibo Keïta. Et cette association était essentiellement orientée vers les jeunes, où on apprenait à ces jeunes, Modibo Keïta et ses compagnons apprenaient à ces jeunes-là la pratique sportive, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des activités culturelles qui étaient menées, notamment avec des danses africaines et aussi la réalisation de pièces de théâtre que Modibo Keïta lui-même écrivait. Et je citerai une de ces pièces de théâtre-là qui est Le bal de la jeunesse dorée. Et dans cette pièce-là, Modibo fustigeait le comportement de l'administration coloniale française et malheureusement aussi la complicité néfaste de certains chefs traditionnels noirs qui composaient avec l'administration coloniale française contre les intérêts des populations qu'elle était censée lui diriger. Et en dehors de cette association Art et Travail de Modibo Keïta, je citerai également le Foyer du Soudan, qui a été créé toujours en 1937 par Mambi Sidibé, dont le lycée de Kati porte le nom. Et cette association a regroupé en son sein des hommes comme, outre Mambi Sidibé, Mamadou Konaté, Modibo Keïta, Jean-Marie Koné, Hassan Sey, Amadou Ampate Ba, Lazare Koulibaly et j'en passe. Et dans cette association, les militants s'étaient fixés comme objectif de conscientiser sur le plan syndical et sur le plan politique les intellectuels à l'époque. Et donc, après cette association, je pourrais citer également l'association amicale des anciens du Soudan, alors, qui était aussi une association de sensibilisation et de mobilisation. En plus de cette association, je citerai également le comité d'études franco-africain créé par Makan Makumba Diabaté. Et cette association-là visait comme objectif d'abord de lutter pour la valorisation de nos langues nationales au même titre que le français qui était utilisé comme langue de gestion administrative, mais également de lutter pour la restitution aux populations africaines de leurs terres spoliées par l'administration coloniale. Et je citerai également comme autre association le groupe d'études communistes GEC, qui avait été initié par deux communistes français qui étaient arrivés au Soudan à la faveur du Front populaire, de l'avènement du Front populaire en France. Donc il s'agissait de Pierre Morlaix et de Jacques Fayette. Ces deux intellectuels français communistes aussi luttaient pour la conscientisation des intellectuels soudanais de l'époque pour leur mobilisation dans le cadre de la lutte contre la domination coloniale française. Donc, de cette phase d'association, on est passé à la phase de syndicat. Tout cela a été fait à la faveur de l'avènement du Front populaire en France. Et comme tout premier syndicat créé au Soudan français, je citerai le syndicat des enseignants noirs, qui a été un syndicat créé à l'initiative de Bouyadi Fadiga, qui était un grand intellectuel enseignant soudanais, mais qui n'a jamais voulu mener d'activités politiques, mais plutôt des activités syndicales. Et autour de lui, s'est trouvé des hommes comme Mamadou Konaté, Modibo Keïta, Ouezen Koulibaly. Et pourquoi ce syndicat des enseignants noirs? Parce qu'à l'époque, à qualification égale, à compétence égale et à nombre d'heures de travail égal, l'enseignant blanc touchait 2,5 fois plus que l'enseignant noir. Donc, leur combat était d'abord et surtout de
d'uniformiser les salaires des enseignants. Et ensuite, il y a eu comme syndicat le syndicat des employés indigènes du commerce, de l'industrie et des banques, qui menait aussi des activités syndicales, comme les enseignants noirs, pour l'uniformisation des salaires. Et je citerai aussi comme syndicat l'intersyndicale des femmes du Soudan, créé par Hawa Keïta. Et ensuite, un deuxième syndicat de femmes, qui est Djemangelefa Labanko, créé par une communiste française, Mme Audibert, mais en association avec des femmes du Soudan, c'est des femmes intellectuelles soudanaises, dont Mme Diallo, Mme Fanta Diallo. Mais ces deux syndicats de femmes ont fusionné pour donner l'Union syndicale des femmes du Soudan. Et ensuite, les jeunes n'ont pas été en reste. Donc, à l'époque, une association des jeunes a été constituée en France, qui était l'association des syndicats, non plutôt l'association des étudiants soudanais en France, dirigée à l'époque par Mama Kosso. Et c'est cette association de syndicats, d'associations de jeunes étudiants soudanais en France, qui a organisé en 1957 le premier festival panafricain de la jeunesse à Bamako. Et c'est au cours de ce festival que la jeunesse africaine a eu comme mot d'ordre la lutte, l'indépendance et l'unité politique des populations africaines. Donc voilà maintenant comment ces syndicats aussi ont été créés. Et maintenant, de la phase des syndicats, on est passé à la phase des partis politiques. Et pour aborder cet aspect, je dirais d'abord que la création des partis politiques n'est pas quelque chose qui est arrivé comme si c'était tombé du ciel. C'était à la faveur de certains événements, tant sur le plan national qu'international, que ces partis politiques ont été créés. On se souvient qu'avec la signature du traité de l'Atlantique en septembre 1941 à Londres, à l'initiative du président américain Roosevelt et du premier ministre britannique Churchill, tous les intellectuels, hommes politiques des territoires qui ont été occupés par Hitler en Europe et qui s'étaient réfugiés à Londres se sont regroupés autour du président France et du président américain Roosevelt et du premier ministre britannique Churchill pour signer un traité qu'on appelait le traité de l'Atlantique. Et c'était en septembre 1941. C'est ce traité-là qui a exigé à tous ceux qui l'ont signé, si dans leur pays il y avait des intérêts qui dominaient d'autres peuples à travers le monde, que par la suite ils octroient l'indépendance à ces peuples-là. Donc De Gaulle, qui était en France, et plutôt qui était à l'époque à Londres, a fait signer ce traité par ses représentants. Alors, et la condition pour la mutualisation des efforts afin de mettre fin à la domination hitlérienne dans toute l'Europe était que ces autres-là aussi qui ont signé le traité acceptent d'octroyer la souveraineté au peuple qu'ils dominent. Alors c'est ce qui a expliqué, qu'après la signature de cela par les représentants de De Gaulle a été contraint d'organiser en 1944 la conférence de Brazzaville, qui a été une conférence qui a marqué l'amorce du dégel de la gestion politique française dans ses anciennes colonies. Et c'est ce qui a permis la création de partis politiques par la suite. Pourquoi? Parce qu'avec l'adoption de la Constitution française de la 4e République en 1946, alors il était convenu que dans les anciennes colonies de la France, au nom de la Constitution de la 4e République, on crée ce qu'on appelle les conseils généraux. Et ces conseils généraux, c'est des types de députés, mais qui n'ont pas une voix délibérative, mais plutôt une voix consultative. Donc, à la suite de cela, les premières élections qui ont eu lieu en 1945-46 ont vu au Soudan, dans le cadre de la constitution des conseils généraux, la victoire de Félix Sissoko, mais qui a été secondée aussi par Mamadou Konaté. Donc ceux-ci se sont retrouvés en France dans le cadre de ce qu'on appelle la première constitution française. Ils sont retrouvés en France donc pour essayer de constituer comme représentants des anciennes colonies dans cette constituante les représentants de ces colonies-là. Alors c'est comme ça que donc tous les représentants des anciennes colonies de la France en Afrique se sont retrouvés. Et une fois qu'ils se sont retrouvés, ils ont convenu de voir comment mutualiser leurs efforts afin d'accélérer le processus d'indépendance de leur peuple. Alors pour cela, il fallait qu'ils se retrouvent en Afrique. Tous unanimement ont reconnu
que cela ne peut mieux s'organiser et aboutir aux objectifs qu'ils s'assignent qu'en se regroupant à Bamako, au Soudan, vu l'histoire du Soudan dans la lutte contre la domination coloniale française. Donc c'est comme ça qu'à la suite de cette rencontre, en octobre 1946, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, a été créé. Alors, et maintenant, le Rassemblement démocratique africain, à la suite de sa création à Bamako en octobre 1946, a demandé aux partis politiques qui ont été créés dans chacune de ces anciennes colonies et qui ont comme objectif la lutte pour l'indépendance, de fusionner pour créer la section du RDA dans ces différentes colonies. Alors au Soudan français, il y avait 3 partis, comme je l'avais dit tantôt. Le Parti démocratique soudanais qui a été le premier parti créé par Idrissa Diarra le 6 janvier 1946. Le deuxième parti par Mamadou Konaté, le Bloc soudanais, le 26 janvier 1946. Et le troisième parti, le Parti progressiste soudanais, PSP de Fili Dabo Sissoko, le 13 février 1946. Donc, ces 3 partis qui ont participé au Congrès, alors, pour respecter les recommandations du Congrès, les deux, le Bloc soudanais et le Parti démocratique soudanais, ont accepté de fusionner, mais le PSP a plutôt souhaité rester seul, faire cavalier tout seul. Alors c'est comme ça que donc les 2 partis, le Parti démocratique soudanais et le Bloc soudanais de Mamadou Konaté, ont fusionné le 22 octobre 1946 pour donner naissance à l'Union soudanaise RDA. Donc voilà comment on est arrivé à la création des partis et comment la lutte politique s'est menée après la fin de la résistance militaire. Donc la lutte politique qui a connu ces différentes phases, d'abord les associations, ensuite les syndicats et après les partis politiques. Voilà comment la lutte politique a été menée dans cette première phase de résistance encore et de lutte pour la souveraineté entière, politique, économique, sociale et culturelle. Donc, la seconde phase, c'était la lutte maintenant pour l'indépendance du Soudan français. Cette lutte-là aussi s'est menée à travers différentes étapes. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après l'adoption de la Constitution de la 4e République en 1946 en France, et qui a caractérisé une nouvelle étape dans l'évolution des rapports politiques entre la France et ses anciennes colonies, cela a été marqué par même un changement de dénomination. Parce que lorsqu'elle avait colonisé ces anciennes colonies, ces territoires africains, on les appelait l'Empire colonial et ils étaient inclus dans ce qu'on appelle l'Empire colonial français. C'est à partir de la Constitution de la 4e République, en 1946, qu'on est passé de l'Empire colonial français à l'appellation Union française. Et maintenant, l'accélération de la lutte d'indépendance du Soudan français a connu une phase très intense à partir de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 50. En quoi est-ce que cela s'est-il caractérisé? D'abord, après la constitution, je l'avais dit tantôt, des conseils généraux dont les représentants étaient dans la première constituante française en France, l'accélération des événements a conduit les autorités françaises de l'époque d'adopter une nouvelle constitution en 1958, qui est la constitution qui encore aujourd'hui prévaut en France. Qu'est-ce que cette constitution finalement disait? Et pourquoi cette constitution? En tout cas pour ce qui caractérise les rapports de la France avec ses anciennes colonies, c'est que quand le Soudan français a été constitué d'abord en tant que colonie, c'était en 1895. Sinon, auparavant, c'était des régions administratives qui étaient liées à la colonie du Sénégal. Maintenant, lorsque le Soudan français a été constitué en tant que colonie en 1895, et c'est cette même année de 1895 que les autorités coloniales françaises ont institué en Afrique occidentale, dans leur colonie, ce qu'on appelle la Fédération de l'Afrique occidentale française. Et cette fédération regroupait, en 1895, au moment de sa création, les colonies du Sénégal, du Soudan, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Mais à l'époque de la création de cette fédération, la colonie du Soudan français était territorialement la plus vaste
et la plus peuplée. Et elle faisait plus de 3 millions de kilomètres carrés et regroupait les 5 600 000 habitants sur les 10 millions d'habitants de la Fédération de l'Afrique occidentale française. Donc les choses ont évolué comme ça jusqu'en 1899, où finalement, on a dissocié certaines parties du Soudan français pour les attribuer à d'autres territoires coloniaux qui existaient tout autour du Soudan français. Je citerai par exemple, cette même année, le décret de 1899 a attribué à la Guinée des régions comme Beila, Dinguiraye, Kankan, Sigiri, Kouroussa, Fana. Donc, ces régions ont été dissociées du Soudan français pour les attribuer à la Guinée, à la colonie de la Guinée. Et maintenant, du côté de la Côte d'Ivoire, on a dissocié Bouna, Kong et Ogéné pour les attribuer à la Côte d'Ivoire. Et Saï a été dissocié du Soudan français pour les attribuer au Dahomey. Jusqu'en 1944, j'ai fait cette petite ouverture rapidement, toute la région du Haut-Central qui faisait partie du Soudan a été dissociée pour les associer à la Mauritanie. Voilà comment donc la colonie du Soudan français, historiquement, a évolué sur le plan territorial. Donc maintenant, quand cela s'est arrivé, pour revenir aux années 50, en 1956, une loi a été adoptée par l'Assemblée française de la métropole, qui est la loi cadre. Et c'est cette loi, en 1956, qui a territorialisé les colonies. Donc, au lieu d'appeler colonies, on les appelait des territoires, mais qui restaient toujours dans le cadre de la Fédération de l'Afrique occidentale française. Maintenant, 2 ans plus tard, en 1958, la métropole a organisé un référendum. Et qui a été, au cours de ce référendum-là, les votes ont permis même l'adoption de la constitution de la 5e République française qui prévaut aujourd'hui encore. Mais qu'est-ce que ce référendum disait pour les colonies? Il disait que maintenant que vous êtes des territoires à part, alors qu'autrefois c'était des colonies, mais ce n'était pas des territoires. Donc on était tous regroupés dans la fédération. Maintenant que vous êtes des territoires, nous voulons maintenant vous proposer un référendum où vous allez dire chaque territoire, s'il veut rester dans la communauté française qui a été adoptée par la Constitution de 1958, donc on est parti de l'Union française maintenant à la communauté française, ou si le territoire veut accéder à l'indépendance. Alors, finalement, dans les anciennes colonies de la France en Afrique de l'Ouest, seule la Guinée a accepté d'aller à l'indépendance. Bon. Maintenant, Modibo, quand il avait senti cela, qu'on est en train, au lieu de rester dans un cadre fédéral, on devient des territoires à part, lui, son objectif était de faire en sorte qu'on accède à l'indépendance, mais dans le cadre d'un État fédéral. Et c'est pourquoi déjà, quand l'idée du référendum a été lancée, il a approché Houphouët-Boigny, qui était le président du comité directeur du RDA, qui avait été créé en 1946 à Bamako. Pour lui demander maintenant, lui, il souhaiterait que tous ces pays-là accèdent à l'indépendance dans le cadre d'un État fédéral, mais pour cela, il faudrait qu'ils votent tous dans un seul et même sens. Oui à la communauté française pour que par la suite, on aille tous ensemble à l'indépendance dans le cadre d'un État fédéral, ou non à la communauté française pour qu'ensemble tous, par la suite, on aille à l'indépendance dans le cadre d'un État fédéral. Au fait, lui a dit que bon, qu'on vote oui et qu'on ira à l'indépendance dans le cadre de l'État fédéral. Alors ce que Modibo a cru, alors qu'à l'époque, le bouillonnement au Soudan français était tel que les gens voulaient voter oui et non pour accéder à l'indépendance aussitôt, comme la Guinée. Alors donc, en l'espace de 72 heures, Modibo est arrivé à renverser la tendance pour amener les Soudanais à voter oui. Donc après l'élection, le référendum de 1958, en septembre 1958, Modibo a attendu 1 mois plus tard pour rapprocher encore Houphouët pour lui dire maintenant qu'on a voté presque tous oui pour rester dans le cadre de la communauté française. Maintenant, comment allons-nous nous organiser pour négocier notre indépendance dans le cadre de cette communauté française avec la France, mais dans le cadre d'un État fédéral? Houphouët n'a pas répondu. Alors, et Modibo là-dessus a invité tous ces territoires qui ont voté oui de se retrouver à Bamako pour voir comment mettre en place un programme de travail afin de négocier dans le cadre de la communauté française l'indépendance de ces territoires-là dans un État fédéral. Alors, à cette invitation de Modibo, seuls
le Dahomey, la Haute-Volta, le Sénégal ont répondu oui. Et ils sont retrouvés avec le Soudan ici à Bamako. Donc, la Côte d'Ivoire, le Niger et la Mauritanie ne sont pas venus. Puisque c'était 8, Sékou Touré a pris son indépendance. Alors, c'est au cours de cette rencontre à Bamako, en décembre 1958, qu'il a été signé un traité entre ces 4 territoires du Soudan, du Sénégal, du Dahomey et de la Haute-Volta, le traité de Bamako. Et ce traité disait que ces 3 territoires vont aller à l'indépendance dans le cadre d'un État fédéral. Mais pour matérialiser les choses, ils ont convenu de se rencontrer à Dakar, qui était la capitale de la Fédération de l'Afrique occidentale française, pour essayer de mettre en place les institutions devant négocier l'indépendance de l'État fédéral avec la France. Alors, et cette rencontre a eu lieu en janvier 1959 à Dakar. Et précisément le 18 janvier 1959, ils ont adopté la constitution de la fédération, ils ont mis en place l'Assemblée fédérale et ont fait l'esquisse du gouvernement fédéral. Mais là, ils ont demandé à chaque délégation de retourner dans son pays, dans son territoire, pour voir avec les populations quelle est l'attitude à tenir. Faut-il changer? Faut-il aller avec ce qui a été convenu? Ou que faut-il faire? Alors, quand ils sont repartis, finalement, la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny a approché la Haute-Volta et le Dahomey pour leur demander de se retirer, que la Côte d'Ivoire et la France vont contribuer à leur développement mieux que s'ils restaient dans le cadre de la fédération avec le Sénégal et le Soudan. Donc ces 2 territoires se sont finalement retirés. Et après le retrait de ces 2 territoires, donc la Haute-Volta et du Dahomey, le Sénégal et le Soudan se sont retrouvés à Dakar le 4 avril 1959. Et au cours de cette rencontre, à la lumière des nouveaux événements, ils ont revu les stratégies. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place l'Assemblée fédérale, composée de 20 députés de chaque territoire, de chacun des territoires, et un gouvernement fédéral composé de 4 ministres de chaque territoire. Donc 8 ministres et 40 députés. Maintenant, les négociations avec la France, donc c'est ce qui a, et c'est à cette date, le 4 avril 1959, qu'a eu lieu le transfert des compétences des États territoriaux vers l'État fédéral. Donc on peut dire que la Fédération du Mali, en fait, est née le 4 avril 1959. Donc les négociations, d'abord, il fallait qu'ils conviennent de quelque chose pour pouvoir commencer à négocier avec la France sur la base de ce qu'ils ont convenu entre eux. Donc les négociations entre les 2 États, les 2 territoires ont continué comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait proposer une date d'indépendance à la France. La partie soudanaise, dirigée par Modibo Keïta, avait proposé que déjà en 1960, puisque les négociations avaient commencé en 1959 avec la France et ont continué jusqu'au dans le courant de l'année 60. Et maintenant, la partie soudanaise avait proposé que l'indépendance soit proclamée en 1960 déjà. Mais Senghor, lui, proposait d'attendre 25 ans avant de proclamer l'indépendance, de proposer une date d'indépendance à la France. Mais la force des arguments de la partie soudanaise dirigée par Modibo Keïta a convaincu Valdiodio Ndiaye et Mamadou Dia qui se sont dissociés de Senghor pour rapprocher la partie soudanaise. Et c'est ainsi que la fédération de l'indépendance, la fédération du Mali a proclamé son indépendance le 20 juin 1960. Donc déjà, les dissensions ont commencé depuis, déjà, comme je l'ai dit, la proclamation et la convenance d'une date d'indépendance, jusqu'à l'orientation politique, économique, sociale et culturelle de l'État fédéral. Et là, maintenant, les dissensions ont commencé à éclater quand maintenant il s'agit de convenir de quel type de relation entretenir avec la France. La partie soudanaise, dirigée par Modibo, avait proposé d'abord la création d'une zone de libre-échange, ensuite une zone monétaire, et ensuite apporter un appui au mouvement de libération nationale sur le continent africain, ce qui n'était pas du point de vue de la partie soudanaise. Mais Modibo, par compromis, a accepté de renoncer à cela en attendant, évidemment, que les choses se clarifient. Autre point d'achoppement a été, d'abord, l'élection du chef d'état-major général des forces armées, la nomination du moins. À l'époque, il y avait 2 généraux, Amadou Fall et Abdoulaye Soumaré. Mais Abdoulaye Soumaré était plus ancien dans le grade de général, de colonel plutôt. Ils étaient tous des colonels.
Abdoulaye Soumaré était plus ancien dans le grade de colonel que Amadou Fall. Donc, Modibo et ses compagnons ont proposé donc que le plus ancien dans le grade le plus élevé, comme la réglementation militaire le dit, soit nommé, ce qui n'était pas du point de vue de Mamadou Dia et de Senghor qui voulaient plutôt Amadou Fall. Mais au Conseil des ministres du 23 juillet 1960, les ministres, abstraction faite de Mamadou Dia, ont demandé à ce que ce soit plutôt Abdoulaye Soumaré, ce qui a été le cas. Donc, ce qui n'a pas plu à Mamadou Dia, depuis ce jour, il a boudé le Conseil des ministres. Maintenant, la phase qui a fait déborder l'existence de la fédération et qui a conduit à son éclatement, c'était la phase où il fallait maintenant voter pour l'élection du président de la fédération. Alors, les Soudanais avaient proposé Lamine Koura Gueye comme candidat. Et Mamadou Dia et Senghor voulaient plutôt que ce soit Senghor. Mais les Soudanais ont finalement dit, bon, puisque vous ne voulez pas de la candidature de Lamine Gueye, nous proposons celle de Mamadou Dia lui-même. Alors Mamadou Dia a dit non, Senghor ou rien. Alors c'est dans ces conditions que Modibo a dit, si c'était le cas, lui-même il va se présenter. Et les Soudanais ont dit, bon, on va présenter Modibo. Maintenant, l'élection du président de la République devrait avoir lieu le 27 août 1960. Mais déjà le 2 août 1960, Mamadou Dia et Senghor, sans en avertir Modibo Keïta, se sont rendus en France. Et quand ils sont revenus, à l'approche de la date de l'élection présidentielle, si cela se tenait, Modibo avait toutes les chances de passer. Pourquoi? Parce que à l'époque, l'élection du président était au suffrage universel indirect. Donc, c'est les députés qui élisaient le président. Les 20 députés soudanais faisaient bloc derrière Modibo. Mais dans les partis sénégalais, dans la partie sénégalaise, parmi les 20 députés, il y avait 8 qui étaient de la tendance de Lamine Koura Gueye. Il aurait suffi qu'un seul député de Lamine Koura Gueye désiste en faveur des Soudanais, Modibo allait passer. Alors c'est comme ça que finalement, quand ils sont revenus, dans la nuit du 19 août, Modibo ayant eu vent de ce qui se préparait, a convoqué un conseil des ministres extraordinaire. Et parmi ces ministres, seul le ministre sénégalais, Babacar Gueye, qui était le ministre de la Justice, s'est présenté, en plus des 4 ministres soudanais. Et cette même nuit, Senghor est intervenu à Radio Mali, à Dakar, pour annoncer que l'Assemblée territoriale du Sénégal, qui n'avait pas compétence à prendre une telle décision, seule l'Assemblée fédérale aurait pu le faire, que l'Assemblée territoriale du Sénégal a décidé le retrait du Sénégal de la Fédération du Mali. Modibo, qui avait entendu ce discours, voulait aussi répliquer sur les antennes de la même radio, mais il en a été empêché. Mais malgré tout, il a pu se déplacer pour aller à Rufisque, où il y avait une fréquence de Radio Mali, une autre fréquence, pour annoncer que ce que Senghor a dit n'engage que sa personne et que la Fédération du Mali existe, vivra et vivra toujours. C'est comme ça que, au chemin faisant au retour, il a été intercepté par des forces sénégalaises favorables à Senghor pour l'interner et ensuite déclarer l'état d'urgence et l'état de siège à Dakar. Et le lendemain matin, le 20, Modibo et ses compagnons ont été mis dans un train pour les conduire à la frontière avec le Sénégal, à Kidira. Et aussitôt, ils ont fermé la frontière et institué le visa entre le Sénégal et le Soudan. Et c'est à Kidira que Modibo a fait son discours historique pour dire que le Soudan est désormais libre de tout engagement avec la France. Et arrivé à Bamako, le 25, il a convoqué l'Assemblée territoriale, enfin la conférence territoriale du parti. Il a d'abord fait une conférence de presse pour annoncer la version de la partie soudanaise. Et le 25 août, il a été convoqué à Bamako la conférence territoriale du parti et de l'administration pour expliquer la version soudanaise de l'éclatement de la fédération et ensuite demander aux représentants tous de retourner à leur base pour en exposer aux populations et demander le point de vue des populations pour plus qu'un mois plus tard, ils se retrouvent à Bamako. Alors c'est comme ça que finalement les délégués sont repartis dans leur localité et le 22 septembre 1960, ils se sont retrouvés à Bamako pour un congrès qui aurait dû durer 3 jours, mais en fait qui n'a duré que 1h47 parce que tous les délégués
venu ce jour-là, unanimement on dit de ne pas sortir de la salle sans proclamer l'indépendance du Mali. Et cela a été fait le 22 septembre 1960 dans la salle mythique de l'indépendance dans l'actuel établissement secondaire du lycée technique. Et de cet établissement-là, ils ont marché pour aller à Bagadadi où il y avait le siège de l'Assemblée territoriale. Et là-bas, maintenant, Mohamed Alassane Aidara, qui était le président de l'Assemblée territoriale, a officiellement acté l'indépendance du Mali et a proclamé l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960. En ce qui concerne la Première République du Mali, la gestion du Mali sous la Première République et les relations que la Première République a entretenues avec la France, je dirais d'abord qu'au début, c'était très tendu. Ça a été tendu, mais au début, c'était très tendu. J'en veux pour preuve, lorsque la Fédération du Mali a éclaté, une des toutes premières personnalités qui ont été saisies par le président Modibo pour dénoncer l'attitude de Senghor et demander à ce que les relations qui avaient été signées entre la Fédération du Mali et ce pays-là soient considérées comme telles et non créer de nouvelles relations entre ce pays et la France, et plutôt ce pays et le Sénégal, je vais dire la France. Modibo, dès les premiers moments de son retrait du Sénégal, enfin son départ forcé du Sénégal, a saisi le général de Gaulle pour lui dire que les accords signés entre la France et la Fédération du Mali doivent être maintenus et qu'il demande à la France de ne pas reconnaître l'indépendance du Sénégal. Mais malheureusement, le 5 septembre déjà, l'Assemblée territoriale du Sénégal avait déclaré Senghor président de la République, et le 11 septembre 1960, Étienne de Bois-Lambert, qui était le représentant de la France auprès de la Fédération du Mali, a présenté ses lettres de créance au président sénégalais Senghor, ce qui était déjà un acte qui en disait sur la reconnaissance du Sénégal par la France. Alors, cela a été un coup qui a marqué les relations entre le jeune État indépendant du Mali et la France. Mais malgré tout, les relations ne se sont jamais interrompues, contrairement à ce que beaucoup le disent. En 1961 déjà, De Gaulle avait dépêché auprès du jeune État malien André Malraux, qui était, je crois, le secrétaire d'État chargé aux affaires culturelles de la France, pour commencer des négociations avec la France, entre le Mali et la France. Alors, et en mai 1961, Seydou Badian s'était rendu en France, à la suite de la visite de Malraux ici, en janvier 1961 à Bamako. Donc les négociations ont continué et qui ont abouti en janvier 1962 à la signature d'accords de coopération économique, politique et culturelle entre le Mali et la France. Alors c'est ce qui explique d'ailleurs que c'est à cette date-là qu'a été créé à Bamako le centre culturel français qui encore aujourd'hui existe. Et donc les contacts ont toujours continué. Mais le combat de Modibo et de ses compagnons, c'était d'asseoir les bases d'une économie nationale indépendante, essentiellement centrée sur la satisfaction des besoins et la prise en compte des besoins des populations maliennes. Ce qui n'était pas sans une certaine incompréhension avec la France. Donc les choses ont continué comme ça. Et finalement, déjà en 1961, le Mali avait déclaré son intention de se retirer de l'Union monétaire ouest-africaine, ce qui s'est matérialisé par la création le 1er juillet 1962 du franc malien. Mais malgré l'existence du franc malien, les rapports de coopération avec la France ne sont jamais interrompus. Mais les incompréhensions étaient toujours là. Et d'ailleurs, la diplomatie malienne, qui était essentiellement orientée, qui était une fonction historique de la politique extérieure du Mali, n'a jamais fait cas d'une inimitié vis-à-vis de quelques pays que ce soit dans le monde. Et voilà d'ailleurs à ce niveau-là
ce que le président Modibo Keïta disait, si vous permettez, je le cite. Il disait, en parlant de la diplomatie malienne, il disait qu'à la pratique, je le cite, à la pratique tortueuse dans les relations internationales qui fait taire ce que l'on pense et fait affirmer ce que l'on ne pense pas, que l'on appelle la diplomatie, nous avons préféré la définition claire et brutale de nos pensées et de nos positions. Car, pourquoi, dans ce domaine, faudrait-il encore imiter? L'Afrique ne doit pas perdre sa franchise, son langage direct. Il faut qu'elle réhabilite la morale internationale compromise par la violation des principes. Il faut qu'elle apporte son cachet à la définition des rapports entre les États. Fin de citation. Voilà cette pensée de Modibo qui a caractérisé la diplomatie malienne pendant la Première République et qui a eu son empreinte sur les relations avec la France. Et je le disais tantôt, les rapports avec la France étaient très tendus au début. Mais Modibo, dans sa vision panafricaine, dans sa vision de fervent défenseur de la paix sur le plan mondial, n'a jamais voulu s'aligner sur quelque bloc que ce soit, mais a voulu faire en sorte que soient pris en compte essentiellement les intérêts des peuples et travailler à la compréhension interculturelle entre les peuples. Alors, c'est ce qu'il lui a fait même dire, je le cite encore, hein? Il disait dans cette autre citation que notre lutte contre le colonialisme ne tire pas sa source dans la rancune. Elle procède de la volonté de mettre un terme à l'humiliation, à l'esclavage moderne. Elle a pour finalité la libération de l'homme. Fin de citation. Donc voilà essentiellement ce qui a caractérisé les relations du Mali avec tous les États du monde, y compris la France, pendant la Première République. Alors, je vais à cela ajouter que même l'année du coup d'État, en 1968, il y a eu un grand défilé de responsables politiques français au Mali, ici. Et le tout dernier que Modibo Keïta avait reçu, c'était Yvon Bourges, qui était, je crois, le secrétaire d'État chargé de la coopération en français, si je ne me trompe. Et c'était précisément le 12 novembre 1968. Et le Mali et la France venaient de signer un accord de coopération financière, malheureusement, qui a conduit à la dévaluation du franc malien de 50%. Et lorsque Modibo Keïta en a été informé, et qu'il avait reçu le 12 novembre 1968 Yvon Bourges à Koulouba, il disait devant témoin, je crois que ce jour-là il était avec Sidi Koulibaly qui était son conseiller diplomatique, et puis Bakara Diallo qui était son directeur de cabinet, et puis Ousmane Ba qui était le ministre des Affaires étrangères. Il disait que ces accords de coopération financière signés avec la France ne sont pas applicables, dévaluant à 50% le franc malien, et qu'il doit aller en mission et qu'au retour, ils vont dénoncer ces accords-là, donc, et qu'ils ne seront pas appliqués. Alors, effectivement, il l'a dit parce qu'effectivement, il s'apprêtait à aller à la conférence régionale de Mopti, qui était une institution aussi de l'État malien sous la Première République, où on organisait régulièrement chaque année des conférences régionales pour voir l'état de l'évolution politique, économique, sociale et culturelle de chaque région, et voir ce qui est à redresser, ce qui est à améliorer, etc. Donc, et c'est chemin faisant au retour de cette conférence régionale de Mopti le 19 novembre 1968 qu'il a été arrêté à Cayo, hein, une bourgade entre Koulikoro et Bamako, et qui a mis fin doucement à son pouvoir. Donc dire que Modibo a eu une inimitié vis-à-vis de la France, c'est inexact, c'est méconnaître l'homme. Modibo a voulu plutôt que, avec tous les pays du monde qui le désirent, le Mali peut coopérer, mais d'égal à égal, de respect. Mais vouloir imposer au Mali ce qui n'est pas dans le sens des intérêts de ses populations, l'État malien ne va jamais
cautionner une telle pratique dans sa politique étrangère. Et voilà ce qui a été fait. Mais je reviendrai par exemple sur ce que, avec le franc malien, Modibo et ses compagnons ont pu réaliser. D'abord, ils avaient une vision qui était la lutte pour l'affermissement de la souveraineté nationale, la souveraineté au sens holistique du terme, tant sur le plan politique, économique, social que culturel. Et ensuite, la lutte contre la balkanisation de l'Afrique. Je dirais à ce moment, à ce niveau-là, que dans l'affermissement de la souveraineté, Modibo et ses compagnons qui avaient une vision dans ce sens-là avaient très tôt compris que les pays africains, anciennes colonies, qu'il s'agisse de colonies britanniques, portugaises, françaises, espagnoles ou autres, ont eu une économie extravertie, qui prenait beaucoup plus en compte les besoins extérieurs que les besoins intérieurs. Alors c'est pourquoi leur combat était de faire que nous ayons une économie beaucoup plus auto-centrée, en prise sur les besoins réels et les intérêts véritables des populations. D'abord, cela n'excluait pas la coopération avec d'autres. Et c'est ce qui a fait que, dès les premières années de l'indépendance, les autorités ont travaillé à la satisfaction immédiate des besoins premiers des populations. Lorsque le Mali accédait à l'indépendance en 1960, 99,14% des produits de première nécessité, sucre, sel, savon, huile ou autres, étaient importés. Mais dans le cadre de ce que Modibo Keïta et ses compagnons avaient mis en place, c'est-à-dire qu'on appelle le programme de développement économique, social et culturel, qu'on appelle le PDS, et qui est en termes très simples, qu'on appelait le plan quinquennal. Grâce à ce plan quinquennal, en l'espace de 5 ans, au lieu d'importer 99,14% des produits de première nécessité, on n'en importait que 40%. 60% étaient produits sur le plan national, avec la mise en place, la création d'industries de transformation. J'en veux pour preuve cela l'existence de l'huilerie savonnerie de Koulikoro, qui produisait par an 40 000 tonnes d'huile et 60 000 tonnes de savon. Alors, et j'en veux pour preuve la sucrerie de Dougabougou, la cimenterie de Djamou, l'usine de tannerie de Bamako, les abattoirs frigorifiques, et j'en passe. Plus de 100 sociétés et entreprises d'État ont été créées en 5 ans. Ce qui permettait la prise en compte de besoins premiers des populations africaines du Mali. Par exemple, au moment où nous avions la cimenterie de Djamou, qui produit un ciment de très bonne qualité, la tonne de ciment à l'époque au Mali coûtait 13 000 francs maliens. Le prix du kilo de sucre, de savon, d'huile, partout au Mali était au même tarif. Dans le domaine de l'éducation, avec la réforme de l'éducation en 1962, lorsque nous accédions à l'indépendance, le Mali avait un taux de scolarisation de 7%. Mais dans le cadre de la réforme de l'éducation, en moins de 6 ans, on a fait passer ce taux-là de 7% à 29%. Malheureusement, avec le coup d'État de 1968, de 1969 à 1989, ce taux a baissé de 29 à 22%. Toutes les écoles supérieures aujourd'hui encore existantes au Mali ont été créées sous Modibo. Alors que lorsqu'on accédait à l'indépendance, il n'y avait aucune institution d'enseignement supérieur au Mali. L'école normale supérieure, l'école nationale d'administration, l'école nationale des ingénieurs, l'IPR de Katibougou, l'école de médecine, tout cela sont des produits de l'époque de Modibo Keïta et de ses compagnons de la Première République. Et qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment? Lorsqu'on accédait à l'indépendance, le Mali n'avait pas de compagnie aérienne. Mais en l'espace de quelques années, lorsqu'on accédait au coup d'État de 1968, la compagnie Air Mali qui a été créée en 1962 avait 18 avions et tous ces avions étaient pilotés par les Maliens. Tout le personnel à bord était malien. La régie des chemins de fer avait 25 locomotives et 300 wagons. Et lorsqu'on accédait à l'indépendance, le Mali avait seulement 370 km de voies bitumées. Mais en l'espace de 5 ans, de 6 ans, dans le cadre du premier plan quinquennal, on a pu faire passer cela de 370 km de voies bitumées à 1600 km. La voie qui va de Bamako à la frontière avec la Côte d'Ivoire et tous les ponts qui y se trouvent ont été réalisés sous Modibo. La voie qui va de Bamako à Mopti, bitumée, a été réalisée sous Modibo.
Donc voilà autant de réalisations que Modibo, en l'espace de 8 ans, malgré les contraintes difficiles que le régime subissait, tant sur le plan national que le plan international, a pu réaliser. Tous les enfants maliens qui étaient recrutés du jardin d'enfants à la sortie des institutions de formation supérieure étaient entièrement pris en charge par l'État. Aucun parent ne payait 1 franc pour la formation de son enfant. Depuis la formation jusqu'aux fournitures d'école, tout était fourni par l'État. Et tous ceux qui terminaient leur formation étaient embauchés. Il n'y avait pas de jeunes diplômés chômeurs au Mali sous Modibo Keïta. Bon, voilà autant de choses. Elles sont actives, mais que l'on tait aujourd'hui. Enfin, pas seulement aujourd'hui, qu'on a tué depuis longtemps et qu'on fait passer l'homme pour un dictateur qui n'a fait que, autarciser son peuple. Mais regardez toutes ces réalisations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des efforts dans le sens de revenir à beaucoup de réalisations qui avaient été faites sous Modibo, mais qui ont complètement disparu. C'est à saluer et à encourager. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient arrivés à conscientiser la jeunesse, la population malienne, à travers des structures de formation comme des centres d'éducation populaire. Comme par exemple, même l'exode rural a été freiné sous Modibo. En quoi faisant? Sous son régime, quand on a fait la réforme de 1962 et qu'on a appelé cela l'éducation de masse et de qualité, ce n'était pas seulement des 20 mots. Qualité, pourquoi? Parce que la formation qu'on donnait aux enfants était en prise sur les besoins et les intérêts véritables des populations dont ces enfants sont issus. J'en veux pour preuve l'existence des centres d'animation rurale. Dans chacune des 6 régions du Mali, on avait créé 5 centres d'animation rurale. Et dans chacun des centres, 50 jeunes étaient recrutés pour 2 ans. Et au cours de cette formation que ces jeunes subissaient, on leur apprenait la maîtrise des activités économiques qu'on pouvait mener dans leur localité. Et toutes les productions qu'ils faisaient en ce moment dans ces centres, une partie était vendue à l'État dans le cadre de la politique de commercialisation de l'État. Et l'argent que l'État a réalisé, l'argent que ces centres d'animation rurale réalisaient avec la commercialisation, permettait à la sortie d'une cohorte de payer les équipements dont ces jeunes avaient besoin pour rester sur place et mener les activités économiques qu'ils pouvaient faire dans leur région. Alors cela avait freiné l'exode rural. Et non seulement on leur apprenait des activités économiques génératrices de revenus, mais également on les initiait à l'art militaire pour pouvoir défendre leur contrée. Mais tout cela a été abandonné d'un coup. Donc voilà autant de réalisations. Je ne dis pas que tout cela était parfait, mais la volonté, l'intention était telle que nous aurions dû pérenniser cela et voir ce qui est à corriger, ce qui est à abandonner, afin de faire en sorte que notre pays soit essentiellement souverain. Lorsque nous accédions à l'indépendance, on n'avait pas d'armée. C'était des troupes étrangères françaises surtout qui étaient là. Mais Modibo avait demandé en janvier 1961, le 20 janvier 1961, aux troupes françaises de quitter le territoire malien pour que nous-mêmes nous prenions en charge notre sécurité. Et grâce à cette politique du régime de Modibo, on était arrivé à mettre en place une armée qui était enviée dans toute la sous-région ouest africaine. Alors, donc moi je dis que ça c'est des actions qui sont à mettre à l'actif du régime. Et Modibo n'a jamais voulu totalement rompre avec la France, mais il a demandé plutôt à la France de nous respecter dans notre souveraineté et que nous sommes prêts à coopérer avec la France sur la base de partenaires d'égal à égal. Et je crois qu'aujourd'hui encore, c'est cette tendance que nous cherchons à instituer et à faire en sorte que nous soyons compris, que nous ne soyons pas diabolisés. Le Mali n'a jamais été un pays qui a rejeté les gens qui ont voulu coopérer avec lui. La preuve, aujourd'hui, on dit que c'est l'un des rares pays qui, dans sa constitution, a dit même que le Mali est prêt à abandonner partie ou totalité de sa souveraineté pour la création de l'unité politique, l'unité du continent africain. Et d'ailleurs, faut-il à ce niveau-là aussi rappeler que la charte qui a prévalu à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 a été essentiellement rédigée par Modibo. 2 chefs d'État étaient retenus pour la rédaction de cette charte. C'était Sylvanus Olympie et Modibo. Mais malheureusement, en janvier 1963, un coup d'État a mis fin au régime de Sylvanus Olympie et même à sa vie. Donc le travail était essentiellement entre les mains de Modibo. Et c'est grâce à la sagacité et à la perspicace et à l'intelligence de Modibo que les chefs d'État qui se sont retrouvés en mai 1963 à Addis Abeba ne se sont pas quittés sans convenir de quelque chose. Parce qu'il y avait 2 tendances
totalement opposés. Ceux qui voulaient la création d'un État fédéral africain avec un gouvernement fédéral, une assemblée fédérale sur le champ, et ceux qui voulaient plutôt la création d'une organisation d'État souverain. Et il a fallu que Modibo propose la diplomatie des cercles concentriques pour qu'on arrive à un accord, qui veut dire d'abord acceptons que dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine, que nous créons des centres, des régions qui vont travailler sur le plan économique, à l'intégration économique, finalement pour arriver à l'intégration politique, et ces régions-là vont se retrouver. Et c'est ce qui a expliqué, malheureusement avec un tout autre contenu aujourd'hui, c'est ce qui a expliqué que nous nous trouvons face à des organisations comme SADC, CEDEAO, CEMAC, Maghreb Uni, etc., etc. Donc, ça c'était une proposition de Modibo, mais le contenu est tout autre aujourd'hui que le contenu que les Modibo voulaient. Et donc c'est pour dire que son combat aussi pour l'unité politique du continent africain n'a jamais failli, dans ce combat jusqu'à son dernier souffle à Kidal, enfin à Bamako ici, après son incarcération de 8 ans à Kidal, où il a écrit, j'ai dans mon livre les lettres qu'il a écrites, sa main envoyée à sa famille, où il fait montre de sa volonté de continuer le combat pour l'unité du continent africain et pour l'affermissement de la souveraineté du peuple malien. Donc, voilà ce que j'ai pu en dire pour cet autre aspect, qui est le troisième volet, je crois, de mon intervention par rapport à ce que j'aurais pu proposer à tous ceux qui, en France, aujourd'hui, vont m'écouter, et en les remerciant pour leur attention, même si cela a été un peu long et un peu fastidieux, mais je pense que ce n'est que partie remise. J'espère et souhaite vivement que nous puissions nous retrouver encore, soit à travers des visioconférences ou autre chose, dans des séances d'échange. Malheureusement, je n'ai pas pu être sur place pour qu'on puisse échanger et se comprendre, poser des questions et puis répondre pour que j'approfondisse certains aspects de tout ce que je viens d'évoquer. Merci et à très bientôt.